bien le bonjour depuis la Suisse. J'ai vraiment été impressionné par les présentations précédentes. Je me sens quelque part un petit peu tout petit par rapport à ce que je vais vous présenter. Je vous mets dans la conversation le lien vers la présentation et je vais la partager. De mon côté, par rapport à mon but cet après-midi, j'ai bien aimé la présentation, l'introduction de Steve par rapport à ce qu'il comptait faire cet après-midi. Je le rejoins par rapport au fait que pour moi, c'est aussi un récit de pratique par rapport à ce que nous connaissons dans le cadre de l'enseignement, ici à un niveau tertiaire universitaire me concernant, mais tous depuis le mois de mars 2020. Je vais prendre un certain nombre d'exemples concrets et puis je vais rattacher aux réflexions qui sont nées, qui se sont développées depuis l'année passée. Donc, le plan de la présentation, le qui suit, je vais vite passer. De toute façon, c'est sur le document, d'autant que Dany vient de le faire. Je vais faire quand même une petite incise par rapport à la situation telle qu'elle est apparue au mois de mars 2020 et ce qui a été défini par Sean Michael Morris comme étant une pédagogie une pédagogie de crise, par rapport à un moment de crise qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît ou ce qui était la question de l'enseignement à distance. Je vais présenter le contexte de la rentrée académique 2020-2021 tel qu'il a été pour nous. Et puis, à partir de là, mais un peu préalablement d'ailleurs à cette rentrée académique, à ce qu'il est le contexte dans lequel on était, suite aussi au prolongement du mois de mars, j'ai un certain nombre d'axes de réflexion par rapport à ma pratique, par rapport à mon enseignement sur les questions d'hybridation, d'asynchronicité, synchronicité, la question de l'humanisation de cet enseignement à distance. Je crois que ça a aussi été dit par Steve, l'importance que cela a. Ce n'est pas juste des contenus et des savoirs que nous transmettons, y compris à un niveau tertiaire. La question aussi qui me tient à cœur depuis un certain nombre d'années sur les contenus et le propriétaire de ces contenus et de ces données. Et puis, la question de la science lente. On pourrait aussi parler de la science ouverte. Et puis, qu'est-ce qu'on en est 8 mois après la rentrée, entre les écarts qu'il y a eu entre le contexte dans lequel on devait être et celui où nous sommes actuellement. Mars 2020, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est évidemment qu'on a tous dû, moi y compris, adapter un enseignement, un écosystème pédagogique qui était un enseignement pour moi qui était augmenté par numérique. Et en une semaine, on a une semaine pour se réorganiser, pour passer à un enseignement entièrement à distance. J'ai mis quelques images aussi par rapport à la situation des étudiants. Parce que ça, c'était comme on savait, on est tous partis à distance sans savoir dans quelle situation, dans quel état les uns et les autres nous nous retrouvions avec cette pandémie. Et donc là, la réflexion était de dire très clairement, il fallait pour moi qu'on passe à un espace d'enseignement le plus, j'ai appelé low cost, c'est-à-dire que de faire qu'on ne multiplie pas les outils avec les étudiants parce que on ne savait pas dans quelles conditions technologiques ils se retrouvaient, ni dans quelles conditions de logement, ni dans les questions de santé. Et puis encore tout le côté anxiogène, donc se dire qu'il fallait privilégier ni leur capacité technique, donc il fallait l'enseignement le plus low cost possible, c'est-à-dire, à titre d'exemple, si je dois choisir entre une capsule audio et une capsule vidéo, je vais choisir la capsule audio parce que, en termes de ressources numérique, elle coûte moins cher, enfin, il y aura moins de problèmes de téléchargement, moins de problèmes d'accès qu'une capsule vidéo. Pour les interactions, on peut aussi privilégier le chat qui est en forme de texte plutôt que quelque chose qui est en vidéo à certains moments. Donc, ça, c'était une autre chose. Et puis, évidemment, tout adapter, organiser le contenu. Et puis, une des tâches principales pour moi était de pouvoir aller retrouver les étudiants, aller les chercher où ils étaient, savoir comment ils allaient pour pouvoir les accompagner. Ça, c'était un des éléments aussi importants de cette phase du mois de mars.
Contexte de la rentrée académique 2020-2021, on a reçu le 29 juin, c'est-à-dire à la fin de l'année académique, le fait que nous n'allions pas retrouver des conditions pré-pandémie pour l'enseignement et qu'il y aura la distance sociale à respecter. Le fait que dans les salles de cours, ce serait la moitié de la capacité qui pourrait être occupée par les étudiants, ce qui fait que ça diminuait en tout cas par deux les étudiants qui pouvaient être en présentiel lors notamment des séminaires. Et puis, par rapport à ça, donc, on nous a proposé, la direction de la formation, 6 scénarios d'organisation que nous avions à adopter, à déterminer par rapport à chacun de nos modules de formation. Et je vais me concentrer sur le module de l'automne qui concerne des étudiants qui se destinent à être enseignants du primaire, qui sont en plus qui étaient en première année de formation, ils débutaient au mois de septembre, et pour lesquels il y a un cours de 12 séances, 4 séances pour l'histoire, 4 séances pour la géographie, 4 séances pour l'éthique et la culture religieuse. Et à côté, il y a un séminaire de 12 séances également, et qui se découpe de nouveau en 4 séances en histoire, 4 séances en géographie et 4 séances pour l'éthique et la culture religieuse. Ce séminaire, il a une deuxième partie maintenant, au semestre de printemps, sur la même modalité de 12 séances, 4, 4 et 4. Il se trouve que préalablement au mois de mai, je m'étais un peu interrogé en me disant que de toute façon, ne connaissons pas le contexte de la rentrée académique, de toute façon, nous allions nous retrouver dans quelque chose de nouveau suite à ce qu'on avait vécu pendant la pandémie, et notamment le fait que ça allait modifier nos habitudes d'enseignement et de formation, et qu'on allait même devoir trouver de nouvelles formes qu'on ne connaissait pas encore sur la manière de travailler, avec un peu le fait aussi qu'il y a au centre aussi de la questionnement la question, le risque des inégalités par rapport aux étudiants, par rapport à la manière dont ils allaient pouvoir vivre et s'engager dans les formations. Par rapport à ce module, évidemment que ça fait avec 3 didactiques, c'est plus de 250 étudiants qui sont répartis en séminaire, en groupe de 20 ou 24. Ça fait beaucoup d'intervenants, ça fait une équipe assez large, c'est plus de 10 formateurs qui prennent en charge les différents groupes et pour lesquels, évidemment, que nous devions nous mettre d'accord sur une formule, telle que demandée par la direction de la formation, pour la manière de travailler. Tout ceci pour des séquences avec des groupes de 4 séances ici en histoire. Et la formule qui a été choisie par l'équipe, et là, c'est aussi le fait que c'est toujours le plus petit dénominateur commun qui va primer ici, parce que la situation dans laquelle on est peut être différente d'un formateur, d'un enseignant à l'autre, sur ses attentes, sur sa manière de maîtriser ce type d'outils, sur son côté anxiogène, etc. Et le module qui a été choisi, c'est de faire en sorte que pendant qu'une moitié des étudiants d'un séminaire étaient en présentiel avec l'enseignant, l'autre partie avait une autre tâche en ligne à réaliser. Ce qui fait que les étudiants avaient 2 séances en présentiel avec des contenus et 2 séances à réaliser en dehors de la salle de séminaire, avec un travail qui a été fait évidemment dans nos didactiques et qui était intéressant aussi, il faut le dire, pour dire mais qu'est-ce qui nous paraît plus particulièrement important d'avoir en présence avec les étudiants et qu'est-ce qui nous paraît être plus facile, plus intéressant ou moins problématique, on pourrait vous dire aussi ça, pour que ce soit mis en ligne. Avec en plus le fait de savoir que potentiellement, si certains espéraient qu'on revienne tous en présentiel en cours, avec le risque que l'on parte tous de nouveau à distance durant le semestre, ce qui est arrivé d'ailleurs à fin octobre. Et donc, c'est la question d'une nouvelle forme d'hybridation. Heureusement, on avait des éléments, c'est de faire des contenus qui peuvent être librement suivis à distance,
Et ici, il y a un exemple sur le fait d'un parcours d'apprentissage organisé avec Padlet. Par chance, c'était déjà une séance que nous avions entièrement à distance, avec chaque fois trois temps dans cette séance que les étudiants peuvent faire dans l'ordre qu'ils veulent, avec chaque fois un temps de mise en situation, un quiz, une tâche à réaliser, et puis un feedback immédiat ou différé par rapport à cette séance-là, et puis des prolongements. Ici, c'était sur la recherche d'informations et la sélection de ressources pour son enseignement, et la question aussi du droit d'auteur et du plagiat dans l'éducation, dans l'enseignement. C'est aussi les hybridations, ça peut être justement par rapport à cette première séance. Suivant les quiz, on peut donner une rétroaction, et puis dans d'autres cas, quand c'est beaucoup plus large, on a organisé aussi des capsules vidéo qui étaient données en fin de semestre pour faire un retour sur la tâche qui était réalisée par les étudiants. Moi, il me semble aussi que par rapport à la question à distance, sur une partie en tout cas des éléments qui peuvent être faits plus par les étudiants ou certaines tâches, je suis plutôt favorable à l'asynchronicité que la synchronicité, même si peut-être dans les pratiques aujourd'hui, du fait aussi c'est une formation qui est extrêmement morcelée quand même en première année, c'est des fois plus simple, et on a toujours fait en sorte que ces tâches que l'on a mises en place pouvaient être faites à l'heure du séminaire. C'est-à-dire, c'est 1 heure et demie de séminaire, on prévoit des tâches qui peuvent être réalisées dans ce temps-là, individuellement ou par groupe. Et puis, s'ils veulent le faire à d'autres moments, évidemment qu'ils ont la liberté de le faire à partir du moment où ils sont en ligne. Ici, de dire aussi de rechercher dans ces moments d'asynchronicité des moments où il y a du travail en collectif, en sous-groupe. Et un de ces éléments qui a été donné sur cette travailler de manière collaborative, c'était sur les connaissances dans le programme d'histoire qu'il serait bon que les élèves intègrent, les élèves et pas les enseignants, et pour les faire aborder cette question-là des contenus historiques, puisque c'est des gens qui n'ont pas de formation académique en histoire, on a réparti la matière des 4 années de programme du cycle 2 au primaire en fonction des 10 groupes d'étudiants. Et chaque groupe a été subdivisé en 4 équipes pour lesquelles ils devaient dans un premier temps, prendre connaissance, par exemple, du contenu pour le groupe X sur le paléolithique et l'âge de la pierre taillée, et individuellement, et après, à l'heure du séminaire ou à un autre moment, se réunir en équipe pour partager ce qu'ils avaient identifié comme étant plus particulièrement essentiel comme élément, se mettre d'accord et le mettre après en ligne sur ce Padlet, pour en fait aussi faire un mouvement collectif, puisque progressivement, tous les étudiants pouvaient voir les contenus essentiels en fait se réaliser sur les 4 années de la scolarité et en prendre ensuite connaissance. Donc il y avait quelque part deux moments collectif, un moment collectif qui était par équipe sur une thématique à trouver les contenus essentiels, et un moment de mutualisation, puisque le résultat de l'ensemble des groupes mutualise pour l'AVELé les contenus historiques essentiels que ces étudiants estimaient être nécessaires pour leurs élèves en fonction des moyens d'enseignement. L'autre point qui est important, c'est la question de l'humanisation, et de dire comment est-ce qu'on va, de la situation dans laquelle on est à distance, comment est-ce qu'on va garder, créer le contact avec les étudiants dans le cadre de la communication. Ça a bien été mis en évidence par Steve par rapport à ses élèves du secondaire et leurs enseignants. La question est exactement la même par rapport à une institution de formation et au tertiaire universitaire. Donc comment est-ce que dans le fond, les principes que j'essaie d'appliquer par rapport à ça
c'est que dans la plus grande... je privilégie la visioconférence en petits groupes d'étudiants. C'est-à-dire que plutôt à être avec même des séminaires à 24, une vingtaine d'étudiants, les moments en grand groupe, en visioconférence, j'essaie de les limiter au maximum, quitte à ce qu'il y ait une tâche qui puisse faire en autonomie à certains moments, pour pouvoir privilégier l'apport à des plus petits groupes d'étudiants, des duos ou des équipes d'étudiants. Plus généralement, même aussi en début de séance, ça paraît un petit peu bizarre, hein, ou peut-être c'est enfoncer une porte ouverte, mais avec la visioconférence, vu qu'ils arrivent de manière progressive dans Zoom, puisqu'on utilise Zoom comme outil de visioconférence, c'est de leur dire bonjour individuellement. C'est-à-dire bonjour Mélissa, bonjour Sophie, bonjour Steve, quand ils arrivent pour pouvoir nouer un contact avec eux et voir avec d'autres éléments quand on connaît un petit peu aussi leur situation, quand on connaît un petit peu mieux, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils aient un rapport individualisé au minimum au début de séance. On le fait de manière moins forte. J'ai vu que dans le fond, par rapport à une situation où on n'est pas en visioconférence, on le fait plus systématiquement en fait que quand on a une séance de séminaire, on va dire bonjour à certaines personnes, mais comme ils arrivent un petit peu plus en groupe, on a moins ce contact où pour tous les étudiants, il y a un bonjour. Quand cela se présente aussi, c'est-à-dire suivant les séminaires et autres, où de toute façon, il y a un travail qui se fait sur l'ensemble du semestre, qui se construit par les étudiants l'ensemble du semestre, c'est aussi de partir, non pas en fonction de ce que moi j'ai à leur donner ce jour-là ou à leur faire, mais de leur laisser la place pour leurs questions et leurs demandes en premier lieu. Évidemment aussi, puisqu'après ils sont souvent en sous-groupe, ça me permet aussi d'aller plus rapidement sur les groupes qui ont des besoins particuliers ou des questions particulières. La question des feedbacks, qui est important, donc des moments de rencontre, ces moments de rencontre avec des sous-groupes, en fonction d'une tâche aussi qui leur a été donnée, et de leur donner des feedbacks. Et je me réfère beaucoup aussi à la question de l'empathie et de la bienveillance par rapport à ceci, c'est-à-dire c'est hyper important de manière générale, hein, je crois, indépendamment d'être en ligne, mais encore plus en ligne. Et puis après, évidemment, il y a aussi la question de toute la mesure du possible de prendre connaissance en amont de leur travail, de le commenter le plus précisément possible en partageant mon écran et par sous-groupe, et puis seulement dans un deuxième, troisième temps, d'envoyer les commentaires, puisque souvent, si je mets des commentaires sur des documents Google Docs ou autres, il y a un côté assez abrupt du commentaire. Il n'y a pas l'échange, l'interaction pour directement préciser sa pensée, laisser l'étudiant réagir, voir aussi en visioconférence, dans le fond, qu'il reçoit mal la remarque ou ne comprend pas bien la remarque, puisqu'il permet aussi de réguler la situation de communication. La question pour moi depuis très longtemps, c'est d'être propriétaire de ces données. J'ai un blog depuis très longtemps et ça me paraît d'autant plus important dans le cadre aussi au niveau tertiaire où on ne sait pas trop ce qu'on va forcément faire d'ailleurs des contenus que l'on dépose sur nos plateformes institutionnelles, suivant les cas. Hein, c'est une situation très, très américaine, mais qui peut aussi nous attendre. Et par rapport à ça, de privilégier des outils le plus possible, soit open source, soit qui soient compatibles avec les règles de protection des données, hein, le GPDR ou GDPR en Europe. Et là, donc, à chaque fois, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés soit à titre personnel, soit pour les étudiants. La question de la solution, je l'ai mise parce que ça faisait partie des éléments, mais ce n'est pas le cadre principal de la discussion cet après-midi. 8 mois après la rentrée, qu'est-ce que je peux avoir comme retour, hein? Je dis à fin octobre, en plus, on a rebasculé entièrement en ligne.
qu'est-ce qu'on peut dire sur ces éléments qu'on a mis en ligne et l'utilisation des étudiants, quelques éléments brefs. Il y avait 3 activités au premier semestre qui ont été faites en ligne par les étudiants, 2 qui existaient, qui existaient largement. Hein. C'est pour moi l'histoire à l'école. C'est un quiz sur le plagiat, droit d'auteur et éducation, dans lequel j'ai accès aux données de travail fait par les étudiants et évaluation de ressources en ligne pour mon enseignement. Ce qu'on constate, c'est que j'ai des informations pour 2019, pas pour tous, et on voit que c'est assez proche. Les volets, ils ont un peu augmenté cette année, le nombre d'étudiants a un petit peu augmenté. On voit qu'il n'y a pas une grande différence entre 2019 où les activités augmenter l'apprentissage étaient réalisées à l'extérieur du cours, ou cette année qui était par rapport à des séances de cours bien identifiées. Par rapport à ça, il n'y a pas une énorme différence. On voit par contre qu'il y a certains types d'activités qui sont plus facilement réalisées par les étudiants. Le quiz sur le plagiat et le droit d'auteur est incomparablement plus réalisé par les étudiants que les 2 autres activités. Les explications qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui est assez peu impliquante pour l'étudiant. Première chose, c'est quelques questions. L'autre chose, il y a à réaliser aussi, alors que l'évaluation de ressources, il faut consulter les sites web, il faut les analyser, il faut faire un travail de justification, donc ça, c'est plus compliqué. Et puis pour moi, l'école C, c'est peut-être un peu plus extérieur par rapport à leurs besoins immédiats. Et puis l'autre chose, c'est que sur le quiz sur le plagiat, l'autre avantage, c'est qu'il y a une rétroaction directe qui est faite en fonction des réponses qu'ils donnent au quiz, avec dire c'est faux, mais allez revoir ceci ou allez regarder cela pour le faire. L'autre élément à regarder, je fais attention au temps pour qu'il y ait un peu de discussion, c'est les modalités que rencontrent les étudiants et leur degré de satisfaction avec les différents modes qu'ils ont eus. Ce n'est pas ces étudiants que je n'ai pas eu au premier semestre, c'est un tout petit groupe d'étudiants, donc ça n'a pas beaucoup de... La représentativité est faible. Ce qu'il y a par rapport à ces éléments-là, c'est qu'on voit qu'ils ont beaucoup les outils qui sont très largement utilisés par les enseignants. C'est la visioconférence. Elle est moins utilisée d'ailleurs en groupe, la visioconférence avec Zoom, que la visioconférence sans travail de groupe. Le degré de satisfaction, ça va de A, il n'y a pas de degré de satisfaction, à 6 entièrement satisfait. Il n'y a pas de rejet massif d'une de ces méthodes. Par contre, il y a peu de totale satisfaction par rapport aux outils proposés, à part la question des capsules vidéo et les quiz en ligne. C'est les deux tâches qui rencontrent le plus d'adhésion des étudiants. Plus d'ailleurs que les tâches à réaliser collaborativement, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ceci? Peut-être d'une part parce qu'ils sont quand même dans un mode étudiant et ce qui les préoccupe, c'est la réussite de leur examen, de leur certification, et que ceux-ci, ils ont l'impression d'aller le plus vite possible par rapport au savoir dont ils estiment avoir besoin pour leur certification. Il y a le fait que la vidéo, on peut la revoir aussi probablement plusieurs fois. Et puis les quiz en ligne, c'est aussi un petit peu la même chose, peut-être aussi parce qu'il y a moins d'implication personnelle dans ces activités-là que de réaliser un travail collaborativement en ligne. Notre type d'explication peut-être par rapport à ceci, c'est aussi le fait que je trouve quand même que notre formation à l'enseignement, il y a beaucoup de modules, donc il y a beaucoup d'implications de manière très diverse des étudiants dans la réalisation de tâches, et que pour finir, il y a un trop-plein d'activités à réaliser par les étudiants pendant leur semestre.
et que quelque part, ça irait vers aussi des modules un peu différents que ceux qu'on a, qui soient peut-être plus globaux, où il y ait globalement moins de travail à réaliser par les étudiants, ou bien que ce travail-là soit plus en lien ou permette la certification. Peut-être ça aussi un des autres éléments, c'est-à-dire que ces travaux collaboratifs s'intègrent peu ou pas du tout même à la certification qu'ils rencontreront à la fin de semestre. Donc voilà, sur ces quelques éléments, j'ai mis en plus en prolongement le résultat d'un atelier pour aller encore plus loin sur le futur de l'éducation qui a été fait à distance à Online Education Berlin, auquel j'ai participé, pour voir un peu l'étape d'après. Je vous remercie de votre attention.